Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social media et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la deuxième partie de l'interview d'Alexandre Barlot, chef de projet IA éditorial à Radio France. Bonne écoute. Est-ce que tu as le sentiment que l'usage des IA génératives, effectivement, comme outil dans la production et pas dans la construction de l'information, ça permet aussi d'aller plus loin dans les missions de service public, finalement ? Ouais, concrètement, avec le temps gagné, tu arrives déjà à toucher du doigt que ça permet de développer d'autres choses. Ça nous permet à un moment donné de mettre certains contenus à la portée de tout le monde, et ce qu'on ne pouvait pas faire humainement, tout simplement, auparavant. Ça nous permet éditorialement d'être au plus près aussi de nos auditeurs, parce que la data, les données, on en a des tonnes et des tonnes, mais on n'est pas les seuls, toutes les entreprises en ont, et aujourd'hui, ça va nous permettre de pouvoir la récupérer de meilleure façon, de la nettoyer correctement, de pouvoir la questionner aussi, tout en gardant ce qui fait le service public et Radio France. Mais pour le coup, on a une masse de données beaucoup plus importante. Ça nous permet de mieux comprendre et de mieux répondre aussi à ce qui est l'évolution de nos territoires en France, quoi. Il y a aussi un sujet autour peut-être de l'accessibilité, parce qu'avec de l'IA, ça permet peut-être aussi de faire, j'imagine, il y a la transcription aussi, transcription pour l'accessibilité sur le site auprès de tous les publics finalement. C'est ça, et l'objectif, il est aussi là-dessus. Donc on travaille, alors il y a de la transcription automatique en temps réel aujourd'hui sur la chaîne de télé France Info, donc ça qui est accessible via le site web franceinfo.fr. Et on a aussi un gros travail là-dessus d'accessibilité, notamment pour les personnes sourdes et malentendantes. Si je reviens sur les personnes qui travaillent à Radio France et donc qui bénéficient de ces outils, comment est-ce que tu as senti la perception, comment est-ce que les gens se sont emparés du sujet et finalement des outils ? Est-ce que tu as senti un peu de la réticence ou est-ce que les gens sont plutôt engagés dans une démarche assez proactive ? Alors après, ça va faire un petit peu, je valorise la démarche qui est la nôtre, mais pour le coup, la réalité, c'est que je pense qu'on a pris le problème par le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'on a été voir les gens d'abord dans un premier temps, on a été dans la pédagogie, expliquer ce qu'était une IA, quel était son but, etc. Et quelle était la vision de l'entreprise par rapport à cette intelligence artificielle-là. On a recueilli les besoins, en fait, les irritants, et on se rend compte que l'intelligence artificielle, sur 75% des besoins, en fait, c'est pas de l'intelligence artificielle qui va y répondre. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces là-dessus. Et ensuite, quand on arrive avec des solutions, des cas concrets, etc., dans la façon dont on amène les choses, en fait, on accompagne les gens et on leur trouve des solutions. Donc là, ils sont plutôt satisfaits. Et là tu as même, est-ce qu'on va dire que le phénomène s'est même amplifié jusqu'à ce que maintenant, tu as des personnes qui viennent directement à toi avec des problématiques en disant, tiens, il y aura peut-être des choses. Tu as un exemple, par exemple, de choses dernièrement où on t'a sollicité, par exemple, en te disant, tiens, est-ce que l'IA pourrait m'aider à... Alors, par exemple, c'est quand on reçoit 50 mails par jour de communiqués de presse, qu'on soit en capacité de créer dans un agenda un événement, et que cet événement-là soit dans un agenda partagé avec une équipe, et derrière que ça permette de voir que tel jour il y a telle chose, etc. Et que les journalistes puissent se positionner et puissent caler leur journée. Et donc un chef de service, tout simplement, il sait que tel jour il y a ça, ça, ça. Il a reçu des communiqués de presse là-dessus, rien que dans son calendrier, il peut retrouver le communiqué de presse, etc. avec toutes les informations bien rangées correctement. Et là, pour le coup, c'est de l'intelligence artificielle qui le fait. Effectivement, et ça, c'est des tâches qu'on dit à faible intensité, à basse intensité, qui sont réalisées par ça. Ok. Au niveau, alors si on soulève un tout petit peu le capot de la machine, au niveau des outils, je ne vais pas te demander le nom vraiment des outils, mais c'est quoi un petit peu, on va dire de manière globale, les technos un peu qui tournent là-dessus ? Est-ce que, en gros, vous avez signé avec des technos qui sont déjà sur le marché, qui sont faites par d'autres prestataires ? Est-ce qu'il y a vraiment un développement interne de solutions qui est sur l'IA ? On va fonctionner un peu par étage, c'est-à-dire que sur certaines choses, en fait, on n'a pas envie d'investir. Je rappelle que le service public, et on nous demande encore de faire des économies, 25 millions pour notre part à Radio France.
pour le coup, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles on va aller directement chercher sur étagère, une solution sur étagère. Et on va faire de ce qu'on appelle de l'appel API, etc., pour pouvoir, à un moment donné, répondre à nos besoins. Sur d'autres choses, on va passer des partenariats. C'est le cas, par exemple, ce qu'on fait avec l'INRIA sur StatCheck, qui est une solution, un LLM qui nous permet, en fait, c'est un modèle qui fait de la recherche sémantique sur des corpus bien spécifiques et qui va le comparer à des bases de données comme l'INSEE ou Eurostat. Où là, on va investir parce qu'on souhaite déployer et se positionner, parce que la techno a un intérêt pour nous. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on va passer des partenariats, en fait. Et l'idée, c'est qu'une start-up, ça soit gagnant-gagnant. C'est notre programme Sandbox, pour le coup, où ça nous permet, nous, d'atteindre certains objectifs et aux entreprises qui font ce Sandbox-là avec nous, de pouvoir développer leur techno avec un besoin client en face. Et donc, on est beaucoup dans cette partie-là. Et ça nous permet à un moment donné de pouvoir tester des choses, voir, étalonner et nous poser la question, est-ce qu'on doit investir ou est-ce qu'on doit acheter sur l'étagère, etc. En tout cas, il n'y a pas de dogmatisme sur le fait de se dire, c'est une solution externe, on ne va pas la prendre parce que voilà, il peut y avoir... Et donc, il y a notamment le sujet qui est la valorisation des archives, parce qu'on sait qu'à Radio France, il y en a énormément. Là-dessus, est-ce que tu as déjà des projets qui sont déjà concrets, et c'est quoi un petit peu la vision? Parce que là, il y a un trésor de guerre, très clairement, et l'IA peut être extrêmement efficace. On a évoqué le sujet de la restauration des archives, je pense qu'il y en a certaines à restaurer, et peut-être que ça peut aussi entraîner une production de nouveaux contenus, ou même de nourrir aussi, je pense par exemple, quand il y a des actualités qui tombent, c'est toujours bien d'aller faire un petit saut dans le passé, des fois, pour aller chercher des archives. Comment est-ce qu'un peu ça se structure, cette valorisation des archives? Alors, il y a toute une partie qui va être la récupération, etc., la numérisation de tous ces contenus-là. Et donc là, il y a tout un travail et un chantier qui est en cours. Et après, on a un outil en interne qui s'appelle, en l'occurrence, TCM, la tour de contrôle des métadonnées, qui nous permet d'aller dans ces archives-là et de retrouver très rapidement et très facilement des archives. Et donc, on a un audio, donc on peut découper cet audio-là pour le récupérer et en faire un son à l'antenne. Et on a une transcription qui va avec, sur lequel on peut aussi, sur cette base-là, faire du découpage pour pouvoir le récupérer et le mettre dans une page web. Donc il y a déjà des choses qui sont en place. On avance sur ce sujet-là, c'est des choses qui sont en interne, pour le coup, et qui permettent aussi bien à nos documentalistes qu'à nos journalistes de pouvoir avoir accès très rapidement à la donnée et aux archives qui sont les nôtres. Ok. Et ça peut peut-être aussi, ça fait peut-être aller un peu sur le sujet des podcasts natifs. Tout à l'heure, tu disais que Radio France est le premier... Deuxième producteur mondial de podcasts natifs. Pareil, là, on va dire aller chercher dans les archives et aller valoriser ces archives grâce à l'IA, ça permet sans doute d'offrir des nouvelles opportunités en termes de création de podcasts originaux. Ouais. Sur ce sujet, ça... Notamment, alors on est le deuxième producteur mondial de podcasts AOD et podcasts natifs compris. Donc c'est le fait qu'on ait cette antenne. Après, là-dessus, oui, ça permet pour des émissions d'aller rechercher des choses. On a eu un podcast qui est sorti sur France Info, qui était lié à Notre-Dame et à sa réouverture. Pour le coup, où en cherchant dans les archives de Radio France, on se rend compte qu'à la Libération, quand le général de Gaulle rentre dans la cathédrale, pour le coup, il y a une tentative de meurtre contre lui. Et ça, c'est des choses que on avait totalement oubliées et qu'on retrouve en fait parce qu'il y avait un journaliste de France Inter qui était à l'époque présent ce jour-là. D'accord. Et donc ça nous permet ce genre de choses. Effectivement, il y a une valorisation énorme, ça permet de ressortir des pépites. Et là, je pense que des pépites, il y en a beaucoup à ressortir. Bon, forcément, quand on parle d'IA, quand on parle d'information, il y a le mot désinformation qui tombe nécessairement. Là-dessus, bon, on sait que voilà, il peut y avoir un risque. En tout cas, on sait que l'IA peut amener à créer. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la manière dont on utilise l'outil. Là-dessus, c'est quoi un petit peu ta vision et c'est quoi un peu les garde-fous qui sont... Alors, tout à l'heure, tu as parlé déjà de la charte, mais comment est-ce que, on va dire, Radio France se préserve au maximum en garantissant l'usage de l'IA et en garantissant aussi l'honnêteté et la fiabilité de l'information? Je pense qu'à Radio France, plus qu'ailleurs, on est scruté à l'extérieur et même en intérieur. Et là-dessus, il y a des garde-fous dans tous les sens. C'est toujours le collègue qui, à un moment donné, être en capacité de dire « est-ce que tu vas pas trop loin ?» Et c'est aussi là ce qui est cette chance-là à Radio France, c'est que les gens ici se sentent
investis d'une mission de service public et en sont conscients. Et donc c'est le premier des garde-fous en fait. C'est l'attachement qu'ont les gens, les journalistes, mais comme les techniciens, les producteurs, etc. Quand on travaille pour Radio France, on sait pour qui on travaille. Et on sait que si on passe à côté, à un moment donné, l'âme sera 2 fois plus importante qu'ailleurs. Ça, c'est le premier des garde-fous. Le deuxième, c'est le fait qu'on aille au contact de tous les supports, de tous les métiers, au quotidien. C'est-à-dire que moi, je vais aller majoritairement vers des journalistes et des producteurs qui font de l'éditorial. J'ai un collègue qui va aller majoritairement vers tout ce qui est la partie technique, etc. J'ai un autre qui ira vers les métiers, donc la partie juridique, la partie RH, etc., pour accompagner, recueillir les besoins et accompagner. Et ce qui fait qu'il y a toujours une personne sur tous les corps de métier, entre guillemets, qui est là pour accompagner. Donc, en fait, c'est le premier des garde-fous. C'est de parler avec les gens, de favoriser cette communication-là, et à un moment donné, de dire, en fait, on peut toujours aller poser une question à ChatGPT, il y en a qui le font, mais nous, on n'a pas cette problématique-là en interne, parce que les gens, on essaye de répondre au plus rapidement et en permanence à leurs problématiques. Et donc, quand on commence à lever ces problématiques-là et qu'on arrive avec des solutions qui sont concrètes pour eux, en fait, ils ne vont pas chercher ailleurs. Ils font leur job, en fait, et ils se concentrent sur la valeur ajoutée de leur travail. Et c'est ça, en fait, C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de juger très positivement notre stratégie. C'est qu'en fait, on arrive avec des solutions pour les gens. Tiens, d'ailleurs, ça fait penser à un petit truc. Là, tu disais les équipes. C'est à peu près quel volume les équipes de Radio France qui sont, on va dire, qui ont vraiment l'étiquette IA, qui sont là un petit peu pour chapeauter un petit peu ce déploiement et cette strat, c'est à peu près combien ? Alors, juste pour se donner un ordre d'idée, parce que par rapport au volume de Radio France... on n'est pas assez, donc on va être une vingtaine de personnes. Donc ici à Paris, mais aussi pour le régional. C'est ça. Alors après, on va être une vingtaine de personnes sur la partie, on va dire, innovation. Il y a toute une partie infrastructure qui existe déjà dans notre DTSI, dans notre DTNOC sur la partie application, etc., tout cet aspect-là. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent déjà avec de l'IA et on n'a pas attendu ChatGPT pour bosser avec. Et donc il y a beaucoup de monde. Il y a une vingtaine de personnes qui vont être sur la partie comment on va utiliser l'IA demain, qui est plutôt sur ce questionnement-là, en fait. Ok, non, mais ça fait une petite équipe pour un groupe quand même qui est... 5000 salariés, un peu moins de 5000. Voilà, 5000 salariés, donc on fera le calcul, mais effectivement, ça fait un petit peu léger. Mais en tout cas, ça permet d'avancer. Comment, on va dire, en termes de stratégie de déploiement, donc on sait que l'IA, souvent, ça se déploie par strates progressives. Là, on en est à peu près à quel moment de l'histoire du déploiement de l'IA à Radio France ? Tu estimes à peu près... On en est, de ce que je comprends, on n'est quand même pas au début, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont mises en place. Tu as encore un petit peu des portes à aller ouvrir sur ce sujet-là ? Quand l'entièreté de la population de Radio France sera formée et compétent sur ce domaine-là et en conscience de ce domaine-là. Voilà, c'est un des objectifs. Maintenant, il y en a plein d'autres. C'est comment réexploiter au mieux nos contenus, c'est-à-dire les mettre à disposition du grand public. Et quand je dis mettre à disposition du grand public, c'est avoir aussi bien de la réécoute, mais que de la transcription pour les personnes sourdes et malentendantes, que de la langue des signes, etc., etc., etc. Donc de l'accessibilité pour tous nos publics, déjà. Ensuite, une réutilisation de nos matières pour pouvoir nous positionner éditorialement, c'est-à-dire savoir qu'à France Bleu, Occitanie, il se passe ça, et qu'il y a le même phénomène à France Bleu Alsace, enfin ici Alsace et ici Occitanie. Pour le coup, c'est des choses qui éditorialement permettent ici à la direction de l'information de ici de pouvoir avoir un panorama et de pouvoir être au plus près et à un moment donné être plus réactif. Pour plus que les gens se disent, ou en tout cas se disent moins, tiens, à Paris, ils parlent de ça, ils sont loin de chez nous. Et qu'on soit au plus près de nos auditeurs. C'est la fin de la deuxième partie de cette interview de Deep Media avec Alexandre Barlot, chef de projet IA éditorial à Radio France. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et fin de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquats. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.